mon oncle a pris l'entreprise de mon grand-père, qui vaut aujourd'hui 520 millions de dollars. Tu n'as jamais été mentionné dans le testament, a-t-il dit. À 49 ans, Fauche, je suis allé fermer l'ancien coffre-fort de papy, les frais étaient de 15 dollars par an, 40 ans d'impayé égale 600 dollars que je n'avais pas. Le directeur de la banque a eu pitié et Y a renoncé. À l'intérieur, 50 crus gérants en or, 1000 actions Apple de 1985, et une lettre scellée, à mon petit-fils pour son 50e anniversaire. Ce qu'elle a révélé m'a fait m'effondrer. J'étais dans le hall de cette banque, en train de compter les derniers 23 dollars de mon portefeuille, lorsque la directrice m'a dit que je devais 600 dollars, juste pour ouvrir l'ancien coffre-fort de mon grand-père. À 49 ans, j'étais fauché, sans emploi, et mon oncle Rodrigue venait de voler tout ce que mon grand-père avait construit. Mais ce que j'ai trouvé dans ce coffre, cela a prouvé que mon oncle mentait depuis 15 ans. Je m'appelle Desmond, et voici l'histoire de comment un coffre-fort oublié a fait tomber un empire de mensonges d'un demi-milliard de dollars. J'étais là, debout dans ma seule chemise décente, celle que je gardais pour les entretiens d'embauche, des taches de sueur se formant déjà sous mes bras après une marche de 6 kilomètres, parce que ma voiture était tombée en panne ce matin-là. La directrice de la banque me regardait avec ce mélange particulier de pitié et d'impatience, que les gens réservent à ceux qui ne peuvent pas payer leurs factures. Autour de nous, d'autres clients vaquaient à leurs occupations habituelles du mardi, sans se douter que tout l'héritage de ma famille était sur le point de dépendre, de la décision de cette femme de choisir la pitié ou le protocole. 23 dollars. C'est ce qui se tenait entre moi et la vérité, sur la raison pour laquelle mon grand-père Floyd Reeves, l'homme qui a bâti Fleet Forward Logistique à partir d'un seul camion rouillé pour en faire un empire du transport, avait soi-disant tout laissé à mon oncle Roderick, et rien au reste d'entre nous. Pas à moi, son petit-fils, qui passait chaque été dans ses camions, ni à ma sœur Nan, à qui il avait appris à tenir les comptes alors qu'elle n'avait que 12 ans. Pas même une mention des enfants de mon père Jérôme, après sa mort au service de son pays. Le coffre-fort était là depuis 40 ans, accumulant 15 dollars de frais par an, comme une sorte de bombe à retardement, qui tournait dans le coffre-fort de la First National Bank. Mon grand-père l'avait ouvert quand j'avais 9 ans, me désignant comme le détenteur secondaire, bien que je n'ai jamais su qu'il existait, jusqu'à ce que cette lettre d'audit arrive il y a 3 jours. Monsieur Reeves, dit la directrice de la banque, Madame Cromwell, sa voix professionnelle mais pas méchante. Je comprends que ce soit difficile, mais les frais doivent être payés en totalité, avant que nous puissions libérer le contenu. 600 dollars, c'est en fait assez raisonnable, pour 4 décennies de stockage. Raisonnable. Bien sûr, si vous n'avez pas été au chômage depuis 3 mois, si votre compte courant n'affiche pas un solde négatif de 17 dollars, si vous n'avez pas déjà vendu tout ce que vous possédiez de valeur, juste pour garder les lumières allumées et acheter les manuels de votre fille pour son dernier semestre d'université. Mon oncle Roderick a probablement dépensé 600 dollars pour le déjeuner d'hier. L'homme qui a tout hérité, qui a vendu l'entreprise de mon grand-père l'année dernière pour 520 millions de dollars, qui nous a dit lors de la lecture du testament, sans sourciller, que nous n'avions jamais été mentionnés, que grand-père Floyd voulait que lui seul perpétue l'héritage familial. Y a-t-il une sorte de plan de paiement, m'entendis-je demander, détestant le son de ma petite voix dans ce hall de marbre. Madame Cromwell jeta un coup d'œil autour d'elle, puis se pencha légèrement en avant. Qu'y a-t-il dans ce coffre? C'est si important. Je ne sais pas, admis-je. Je ne savais même pas qu'il existait, avant que votre lettre d'audit n'arrive. Mais c'est le dernier morceau de mon grand-père, que je n'ai pas perdu à cause des mensonges de mon oncle. Quelque chose changea dans son expression. Elle afficha quelque chose sur son ordinateur, fronçant les sourcils à l'écran, tapant rapidement. Le son de son clavier qui cliquetait, ressemblait à un compte à rebours, sur la dernière chance de ma famille d'obtenir justice. Quand avez-vous dit que votre grand-père est décédé, demanda-t-elle. Il y a 15 ans, en février 2010. Et ce coffre a été ouvert en 1984. D'après votre lettre, oui. Elle me regarda de nouveau. Vraiment regardée cette fois, comme si elle prenait une décision qui allait au-delà de la politique de la banque. Je la vis remarquer mes chaussures usées, la façon prudente dont j'avais plié mes 23 dollars sur le comptoir, la photo du camion de mon grand-père que je tenais dans ma main, comme un talisman. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Mais pour comprendre pourquoi un coffre-fort de 50 ans pourrait détruire une fraude d'un demi-milliard de dollars, vous devez connaître Floyd Reeves, l'homme qui m'a appris qu'une poignée de main était un contrat, et que la famille valait plus que l'argent. Vous devez connaître l'oncle Roderick, qui portait des costumes à 1000 dollars pendant que la famille de son frère luttait.
Et vous devez connaître le jour, il y a 15 ans, où nous nous sommes assis dans le bureau d'un avocat, et avons appris que le sang ne signifie pas toujours la loyauté. Mon grand-père disait que la patience n'était qu'un autre mot pour l'espoir. Debout dans cette banque, avec mes derniers 23 $, j'étais sur le point d'apprendre qu'il avait joué un jeu plus long, que n'importe lequel d'entre nous ne l'imaginait. Il avait été patient pendant 40 ans, et maintenant son espoir était sur le point de porter ses fruits, d'une manière qui enverrait des ondes de choc dans les salles de conseil d'administration et les dîners de famille. Je n'aurais jamais pensé que je recommencerais à zéro à 49 ans. 3 mois plus tôt, j'avais été licencié de mon poste de superviseur d'entrepôt, lorsque Brennan Distribution avait décidé d'automatiser la moitié de ses opérations. 22 ans de présence parfaite, de récompenses en matière de sécurité et de plaques de reconnaissance des employés, ne signifiaient rien quand un robot pouvait faire votre travail à moindre coût. Mes économies s'étaient évaporées, pour payer les frais de scolarité de ma fille Aubrey à l'université d'État. Elle était dans son dernier semestre, étudiant l'administration des affaires, déterminée à être la première de notre famille à obtenir un diplôme de 4 ans. Papa, je peux prendre un semestre de congé, trouver un travail, avait proposé Aubrey quand je lui avais parlé du licenciement. Absolument pas, avais-je dit, en affichant le visage courageux que les pères perfectionnent au fil des ans. Ton éducation est la seule chose que personne ne peut enlever. On trouvera une solution. Mais trouver une solution, signifiait vendre mon camion, vider mon compte de retraite avec des pénalités massives pour retrait anticipé, et finalement déménager de mon appartement de 2 chambres à un studio, au-dessus de la quincaillerie Kowalski, qui sentait en permanence le diluant à peinture et dont les tuyaux gémissaient toute la nuit, comme des fantômes de temps meilleurs. Mon grand-père, Floyd, aurait eu honte de me voir comme ça, non pas à cause de la pauvreté, mais parce que j'avais laissé faire sans me battre. Floyd Reeves avait commencé avec moins que rien en 1968, juste un camion emprunté et un accord verbal, pour transporter des meubles d'une usine locale à des détaillants à travers les États. Il dormait dans ce camion 3 nuits par semaine pour économiser de l'argent sur les motels, se douchait au relais routier et mangeait des sandwichs froids, que ma grand-mère Dolores emballait dans de vieux pots de beurre. Au moment de ma naissance en 1975, Fleet Forward Logistique avait 12 camions et un entrepôt à l'extérieur de la ville. Pour mon 10e anniversaire, c'était 30 camions et 3 entrepôts dans 2 États. Grand-père Floyd n'a jamais oublié d'où il venait, cependant. Il conduisait toujours le camion numéro 1, le vieux Peterbilt qu'il avait acheté avec son premier profit, le maintenant en état de marche avec des pièces de rechange et une fierté obstinée. Desmond, me disait-il pendant ses trajets d'été, en m'apprenant à changer de vitesse sur des routes de campagne vides. La richesse ne se mesure pas à ce que tu as, mais à ce que tu peux donner. Souviens-toi de ça quand je ne serai plus là. Je me souvenais de tout de ces étés. L'odeur de diesel et d'Allspice qui le suivait partout. La façon dont il achetait du café pour les Lolizards, au relais routier, les traitant avec le même respect qu'il témoignait au président de banque. Comment il connaissait les noms de tous les enfants de ses chauffeurs, leurs anniversaires, leurs difficultés. Floyd Reeves a bâti un empire sur l'idée radicale que les affaires étaient personnelles. Mon père, Jérôme, avait été le fils aîné de grand-père, un marine qui a fait 2 tours en Irak, avant de rentrer travailler à la répartition chez Fleet Forward. Il a épousé ma mère, où il a, quand ils avaient tous les deux 25 ans, m'a eu 1 an plus tard, puis ma sœur n'en 5 ans après. Papa était censé reprendre l'entreprise un jour, apprenant chaque aspect de l'entreprise depuis la base, tout comme grand-père l'avait fait. Mais la vie avait d'autres plans. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge sur l'autoroute 47, un jeudi soir pluvieux de 2005. Papa est mort sur le coup, ont-ils dit, ce qui était censé être un réconfort, mais ne l'a jamais été. J'avais 30 ans, non 25 ans, et maman est devenue veuve à 54 ans. L'oncle Roderick est venu à l'enterrement dans une Mercedes, consultant son Blackberry pendant l'éloge funèbre. Il avait 5 ans de moins que mon père, mais semblait venir d'un univers entièrement différent. Tandis que papa était allé au collège communautaire puis dans les marines, Rodri était allé à Wharton pour son MBA. Tandis que papa travaillait chez Fleet Forward, apprenant l'entreprise familiale, Roderick était devenu vice-président chez Cromwell Investment Partners à New York, gérant des fonds spéculatifs et parlant un langage de produits dérivés et de rachat par effet de levier, qui aurait tout aussi bien pu être du grec ancien pour le reste d'entre nous. Quel gâchis, l'ai-je entendu dire à quelqu'un à la réception. Jérôme avait tellement de potentiel. Il a dit ça comme si conduire des camions était en dessous de notre famille, comme si l'empire que grand-père Floyd avait construit de ses mains était quelque chose dont il fallait avoir honte. Mais grand-père l'a entendu aussi, et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux ce jour-là,
un calcul en cours, une décision en train d'être prise. 4 ans plus tard, quand on a diagnostiqué à grand-père un cancer du poumon en phase terminale, l'oncle Roderick s'est soudainement beaucoup intéressé à l'entreprise familiale. Il a pris un congé sabbatique de son entreprise, a quitté New York et s'est installé au chevet de grand-père, comme un fils dévoué. L'entreprise a besoin de leadership pendant cette transition, a-t-il annoncé lors d'une réunion de famille dans le salon de grand-père. J'ai l'expertise pour assurer la survie de Fleet Forward. Maman, toujours en deuil de papa et submergée par le diagnostic de grand-père, a simplement hoché la tête. Nadine était enceinte de son premier enfant, faisant face à ses propres difficultés. Et moi, je travaillais comme superviseur de car dans un centre de distribution, gagnant 40 000 $ par an, et pensant que l'oncle Roderick sacrifiait sa carrière à Wall Street pour aider la famille. Nous étions tous si naïfs. Ou peut-être voulions-nous simplement croire que la famille signifiait plus que l'opportunité. Grand-père Floyd est décédé un froid matin de février 2010. L'infirmière de l'hospice a appelé à 6h30, et quand je suis arrivé, l'oncle Roderick était déjà là, prenant les dispositions, prenant les choses en main comme s'il s'était préparé à ce moment. Il se tenait à l'entrée de la chambre de grand-père, me bloquant la vue, le téléphone portable collé à l'oreille alors qu'il parlait au directeur de funérailles de forfait premium et de services accélérés. « Je dois le voir, dis-je. »« Les pompes funèbres sont en route, » répondit Roderick sans me regarder. « Il n'y a rien à voir. » Mais je l'ai quand même dépassé. Grand-père avait l'air paisible, enfin, après des mois de douleur qu'aucune morphine ne pouvait entièrement effacer. Ses mains massives qui avaient tout construit à partir de rien, étaient croisées sur sa poitrine. Quelqu'un, probablement l'infirmière, l'avait habillé de sa chemise en flanelle préférée, la rouge et noire qu'il portait pour les dîners du dimanche. Lors des funérailles, l'oncle Roderick a prononcé un éloge funèbre qui aurait été magnifique si on ne le connaissait pas. Il a parlé d'héritage et de valeurs familiales, d'honorer le passé tout en construisant pour l'avenir. Il a même pleuré en parlant d'apprendre à conduire sur les camions de grand-père, bien que je ne me souvienne pas d'une seule fois où il l'ait réellement fait. Papa disait toujours, « La famille d'abord », a conclu Roderick en s'agrippant au pupitre. J'ai promis d'honorer son héritage et de protéger ce qu'il a construit pour nous tous. Ma mère m'a serré la main. Nadine a essuyé ses larmes. Même moi, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir, que peut-être la perte de grand-père nous rapprocherait, que Roderick avait enfin compris ce qui comptait. 2 semaines plus tard, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence de Hutcherson Law, un cabinet qui gérait les affaires juridiques de Fleet Forward depuis 20 ans. Monsieur Hutcherson, un homme mince avec des lunettes à monture métallique, qui connaissait grand-père depuis les débuts, semblait profondément mal à l'aise, embrassant des papiers sur la table en acajou. « Je veux commencer par dire combien je suis désolé pour votre perte », commença-t-il, sans regarder aucun d'entre nous dans les yeux. Floyd était un homme remarquable. « Merci, » dit maman doucement. Il vous tenait également en haute estime. La mâchoire de monsieur Hutcherson se serra. Il prit un document, ses mains tremblant légèrement. Le dernier testament de Floyd Raymond Reeves, daté du 15 décembre 2009. 15 décembre, juste 2 mois avant sa mort, quand le cancer s'était propagé à son cerveau, quand il était sous tellement de médicaments qu'il ne nous reconnaissait parfois pas, à mon fils, Roderick James Reeves, Lut Hutcherson, sa voix plate. Je laisse la pleine propriété et le contrôle de Fleet Forward Logistique, de toutes les propriétés immobilières, équipements, contrats et actifs associés, ainsi que mon portefeuille d'investissement personnel et tous les biens restants. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. « Et nous autres » demanda finalement maman, sa voix petite et confuse. Hutcherson s'éclaircit la gorge. « Il n'y a pas d'autres bénéficiaires nommés dans le testament. »« C'est impossible » dit Nan, sa main protectrice sur son ventre de femme enceinte. Grand-père a toujours dit que l'entreprise serait partagée entre ses enfants. Papa aurait eu la moitié s'il était en vie. Vous n'avez jamais été mentionné dans le testament, dit Roderick, sa voix portant cette sympathie calculée que j'avais entendue aux funérailles. Ni Desmond ni Nan. Papa a estimé que j'étais le seul qualifié pour préserver et faire croître son héritage. Mais Jérôme était ton frère, dit maman, les larmes commençant à couler. Floyd l'aimait. Il n'aurait pas simplement oublié ses petits-enfants. Roderick fit glisser une copie du testament sur la table. C'était là, noir sur blanc. La signature tremblante de grand-père en bas, attestée par 2 infirmières que je ne reconnaissais pas, papa a pris cette décision quand il avait l'esprit clair, dit Roderick.
Il savait que j'avais l'expertise commerciale pour faire passer Fleet Forward au niveau supérieur. Il voulait s'assurer que l'entreprise survivrait et prospérerait. Il s'agit d'argent, dis-je, retrouvant ma voix. Tu as convaincu un homme mourant de changer son testament. Fais très attention à ne pas porter d'accusations que tu ne peux pas prouver, répondit Rodri, son masque glissant un instant pour révéler quelque chose de froid en dessous. Ce testament a été dûment exécuté et attesté. Toute contestation serait coûteuse, longue et finalement futile. Monsieur Hutcherson ne voulait regarder aucun d'entre nous. Il continuait simplement à ranger et à réarranger ses papiers, pendant que Roderick expliquait qu'il serait généreux, qu'il s'assurerait que nous soyons pris en charge avec une petite indemnité de départ, 25 000 $ chacun, assez pour couvrir les frais funéraires et les coûts de transition. C'est de l'argent de conscience, dis-je en me levant. Tu as tout volé et tu nous offres des miettes. Je vous offre plus que ce à quoi vous avez légalement droit, dit Rodri. À prendre ou à laisser. Nadine sanglotait maintenant. Maman était assise, figée, fixant le testament comme si, en le regardant assez fort, des mots différents apparaîtraient. Et j'ai réalisé que l'oncle Rodri avait gagné, avant même que nous sachions qu'il y avait un combat. Au cours des 15 années suivantes, j'ai regardé depuis la touche, tandis que l'oncle Roderick transformait Fleet Forward en quelque chose que grand-père Floyd n'aurait jamais reconnu. Il a licencié des chauffeurs qui étaient dans l'entreprise depuis des décennies, les remplaçant par des sous-traitants sans avantages sociaux, sans sécurité, sans loyauté. Il a vendu les vieux camions, y compris le Peterbilt original de grand-père, à des collectionneurs et à des ferrailleurs. Les itinéraires locaux, qui avaient été l'épine dorsale de l'entreprise, ont été abandonnés au profit de contrats long courriers plus rentables, avec des entreprises qui pressaient chaque centime de leurs fournisseurs. La presse financière l'adorait. Roderick Reeves modernise l'entreprise de logistique familiale, titraient les journaux. Des camions à la technologie, comment Fleet Forward est devenu un algorithme d'un demi-milliard de dollars. Maman est décédée en 2021, ne se remettant jamais de ce qu'elle considérait comme la trahison de son beau-père. Elle a passé ses dernières années dans une maison de retraite à peine couverte par Medicaid, tandis que Roderick achetait un domaine de 15 millions de dollars dans le comté de Westchester. Nan a déménagé en Oregon avec ses enfants après son divorce, coupant les ponts avec tout le monde, trop blessé pour maintenir des liens qui lui rappelaient ce que nous avions perdu. Et moi, j'ai continué à travailler dans des entrepôts, chaque poste un peu moins bon que le précédent, alors que l'automatisation rongeait l'industrie. J'ai élevé Aubrey seul après le départ de ma femme Cheryl, incapable de supporter mon amertume et ma colère face à la tournure des événements. Chaque Noël, Rodri envoyait une carte avec un chèque de 1 000 $. Sa signature s'étalait en bas comme s'il nous faisait une grande faveur. Je les encaissais parce que j'avais besoin de l'argent, mais chacun me donnait l'impression d'avaler du poison. Puis, il y a 3 jours, tout a changé. La lettre de la First National Bank est arrivée un mardi, mélangée à des avis de retard de paiement et à des circulaires d'épicerie. J'ai failli la jeter, pensant que c'était une autre offre de carte de crédit que je ne pouvais pas me permettre d'accepter. Mais l'adresse de l'expéditeur a attiré mon attention, le sceau en relief d'une banque qui existait depuis l'époque de grand-père. « Cher monsieur Desmond Reeves », commençait-elle. Nous effectuons un audit obligatoire des coffres-forts dormants, comme l'exige la réglementation bancaire de l'État. Nos dossiers indiquent que le coffre 4047, enregistré au nom de Floyd Reeves avec vous comme détenteur secondaire, n'a pas été consulté depuis son ouverture en 1984. 1984, j'aurais eu 9 ans. La même année, grand-père m'avait emmené pour ma première vraie tournée en camion, un trajet de 3 jours à Chicago et retour. Le même voyage où je l'avais aidé à changer un pneu crevé au milieu de nulle part, refusant son offre de 5 $ parce que, comme je lui avais dit, la famille est de la famille gratuitement. La lettre continuait, les frais annuels accumulés de 15 $ par an, sur 40 ans, totalisent 6 cents. Veuillez effectuer le paiement dans les 72 heures, où le contenu sera transféré à l'État en tant que bien abandonné, conformément à l'article 1005 cents du code bancaire. 6 cents. Autant dire 6 000. J'avais exactement 23 $ dans mon portefeuille, 17 sur mon compte courant et une carte de crédit au maximum, pour laquelle j'avais cessé de répondre aux appels. Mais quelque chose à propos de ce coffre-fort, quelque chose à propos du moment, le fait que mon nom y figurait, a fait trembler ma main. J'ai appelé la banque immédiatement. La représentante du service clientèle m'a transféré à Madame Bethany Cromwell, la directrice de la succursale. Monsieur Reeves, dit-elle après que j'ai expliqué la situation. Je peux voir le coffre dans notre système.
Ouvert le 15 août 1984 par Floyd Reeves. Vous êtes répertorié comme détenteur secondaire, avec des droits d'accès complets au décès du détenteur principal. Mais j'avais 9 ans à l'époque. Pourquoi aurait-il mis mon nom dessus? Je ne saurais le dire, monsieur, mais les frais doivent être payés en totalité avant que nous puissions accorder l'accès. Puis-je mettre en place un plan de paiement? J'ai récemment perdu mon emploi et les temps sont durs en ce moment. Il y eut une pause. Je suis désolé, monsieur Reeves, mais la politique de la banque exige un paiement intégral. Vous avez jusqu'à vendredi à 17 h. 72 heures pour trouver 6 cents dollars. J'ai raccroché et j'ai fait ce que j'avais juré de ne jamais faire. J'ai appelé Aubrey. Papa, qu'est-ce qui ne va pas, répondit-elle. Parce que je n'appelais jamais pendant ces cours, sauf en cas d'urgence. Rien ne va, ma chérie. J'ai juste besoin d'un petit prêt, 50 dollars si tu peux te le permettre. Papa, tu as payé mes frais de scolarité quand tu n'avais pas l'argent. Je peux te faire un Venmo tout de suite. Est-ce que 50 dollars suffisent? La honte me brûlait la gorge. C'est assez. Merci. Ensuite, je suis allé au prêteur sur gage de Gary, sur Riverside, en portant la montre de mon père, l'Omega Seamaster qu'il avait porté en Irak. Gary, qui connaissait notre famille depuis des années, m'a offert 200 dollars sans discuter. Sa façon d'être gentil. Tu es sûr de ça, Desmond? Cette montre signifie quelque chose. C'est juste pour quelques jours, mentis-je. Je reviendrai la chercher. J'ai vendu mon plasma 2 fois, 40 dollars à chaque fois. J'ai nettoyé les gouttières de Madame Patterson, la voisine, pour 50 autres dollars. J'ai posté sur TaskRabbit pour des travaux immédiats et j'ai été embauché pour déménager des meubles pour un étudiant. Encore 100 dollars. Jeudi soir, j'avais 570 dollars, il m'en manquait encore 30. C'est alors que ma voiture, ma vieille Chevy Malibu de 2004 avec 237 000 miles au compteur, a décidé de rendre l'âme. La transmission patinait depuis des mois et elle a finalement lâché complètement vendredi matin, alors que j'essayais de la démarrer. Le mécanicien du coin m'a demandé 300 dollars minimum, juste pour y jeter un œil correctement. J'ai ri, assis dans cette voiture morte à 7 heures du matin, à 5 heures de l'échéance de la banque. C'était soit une cruauté cosmique, soit un humour cosmique, et j'ai choisi de rire plutôt que de pleurer. J'ai marché 6 kilomètres jusqu'à la First National Bank, ma bonne chemise trempée de sueur, transportant 570 dollars en diverses coupures, fourrées dans différentes poches, parce que j'avais peur de tout perdre d'un coup. La chaleur d'où faisait miroiter le trottoir, et quand j'ai poussé les portes tournantes de la banque, je ressemblais à quelqu'un qui avait mené une bataille perdue d'avance avec la vie, ce qui n'était pas loin de la vérité. Madame Cromwell attendait à son bureau, une femme dans la cinquantaine, avec des yeux gentils et des cheveux argentés tirés en un chignon soigné. Elle m'a regardé approcher, m'a vu sortir les billets froissés, m'a vu les compter 2 fois avant d'admettre ma défaite. 570, dis-je. Je sais que ce n'est pas assez. J'ai vendu tout ce que j'ai pu. Ma voiture est tombée en panne ce matin, sinon je l'aurais vendue aussi. Y a-t-il quelque chose, un moyen de vous arranger avec moi? Elle a regardé l'argent, puis mon visage, m'étudiant comme si elle lisait une histoire écrite dans l'épuisement et le désespoir. Vous êtes venu à pied? Demanda-t-elle. 6 kilomètres. Ma fille a besoin de la voiture quand elle sera réparée, si elle peut l'être. Elle a un stage qui commence la semaine prochaine. Je me suis redressé, essayant de sauver un peu de dignité. Écoutez, je comprends que vous ayez des politiques, mais ce coffre-fort est peut-être la seule chose que mon grand-père m'a laissé directement. Mon oncle a tout pris. Votre oncle? Roderick Reeves? Il a hérité de Fleet Forward Logistics, l'a vendu l'année dernière pour un demi-milliard de dollars. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Et vous êtes ici avec 570 dollars, essayant de payer des frais de 6 cents dollars. La famille, c'est compliqué, dis-je, ce qui était l'euphémisme du siècle. Madame Cromwell se tourna vers son ordinateur, tapant quelque chose rapidement. Puis elle se leva, se dirigea vers un classeur et en sortit un registre physique, un de ces vieux livres reliés en cuir que les banques utilisaient avant que tout ne devienne numérique. Elle le feuilleta, faisant courir son doigt le long de colonnes d'entrée manuscrites. Monsieur Reeves, dit-elle lentement, il semble y avoir une erreur dans notre système. Selon ce registre original, les frais pour le coffre 447 ont été prépayés jusqu'en 2025,
40 ans à l'avance, payé en espèces par Floyd Reeves le jour où il l'a ouvert. Nous savions tous les deux qu'elle mentait. Sa gentillesse était si inattendue que j'ai dû m'agripper au bord de son bureau pour rester stable. La lettre d'audit a été envoyée par erreur, poursuivit-elle, sa voix professionnelle mais ses yeux chaleureux. Je m'excuse pour le dérangement. Souhaitez-vous accéder à votre coffre maintenant? Elle m'a conduit au coffre-fort, une porte en acier massif qui aurait eu sa place dans un film de braquage. À l'intérieur, des centaines de boîtes métalliques tapissaient les murs. Elle a utilisé sa clé maîtresse ainsi que la clé qui avait été envoyée avec la lettre d'audit et a sorti la boîte 437. Je vais vous laisser de l'intimité, dit-elle en me montrant une petite salle de visionnage. Mes mains tremblaient en ouvrant le couvercle. Au sommet se trouvaient 50 crus gérants en or, des pièces sud-africaines qui brillaient malgré 4 décennies dans le noir. Chacune était datée des années 1970. J'en savais assez pour reconnaître qu'elles valaient au moins $2000 chacune, peut-être plus. Sous l'or se trouvait un certificat pour 1000 actions d'Apple, achetées le 13 septembre 1985. Des actions originales de l'introduction en bourse, jamais vendues, jamais divisées. Mon esprit ne pouvait pas calculer ce qu'elles vaudraient maintenant, mais c'était des millions, plusieurs millions. Au fond se trouvaient 2 enveloppes. La première était marquée, à mon petit-fils Desmond, à n'ouvrir qu'en présence d'injustice. La seconde, plus petite, disait, à lire en second. J'ai déchiré la première lettre. L'écriture de grand-père, tremblante mais déterminée, remplissait 2 pages. Desmond, si tu lis ceci, alors Roderick a fait ce que je craignais qu'il ne fasse. Pendant ma maladie, il apportait constamment des papiers, prétendant que c'était des autorisations de traitement, des formulaires d'assurance, une procuration pour les décisions médicales. J'étais sous morphine, fentanyl, à peine conscient la plupart du temps. J'ai signé tout ce qu'il me mettait sous le nez, parce que je faisais confiance à mon fils. Plus tard, pendant un moment de lucidité, mon infirmière béatatrice m'a montré ce que j'avais signé. Un Nouveau Testament, laissant tout à Roderick. À ce moment-là, j'étais trop faible pour mener une bataille juridique. Trop proche de la mort pour passer mes derniers jours au tribunal. Mais je n'étais pas trop faible pour planifier. L'or appartenait à mon père, ton arrière-grand-père. Il n'a jamais fait confiance aux banques après la dépression. Il l'a gardé caché de tout le monde, même de ma femme. L'action Apple était un pari que j'ai fait avec de l'argent liquide, en le gardant secret parce que je voulais quelque chose en dehors de l'entreprise, quelque chose que Roderick ne pourrait pas toucher ou même connaître l'existence. Mais voici ce qui compte. Le 15 octobre 2009, j'ai tout enregistré. 90 minutes de moi expliquant ce que Roderick a fait, comment il l'a fait, quelles étaient mes véritables volontés. Béatatrice en a été témoin, a notarié ma déclaration. Cet enregistrement et toute la documentation se trouvent dans un dossier scellé chez Hutcherson Law. Dis à Hutcherson d'ouvrir le dossier de contingence Fletcher. Il attend. L'entreprise t'a toujours été destinée, Desmond. Tu as compris ce que nous avons construit. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de promesses tenues. De travailleurs traités équitablement. De poignées de main qui signifiaient quelque chose. Roderick voulait la richesse. Tu voulais le travail. Il y a une différence. Utilise l'action Apple pour te battre. Utilise l'or pour ta famille. Utilise l'enregistrement pour rétablir la justice. Je suis désolé de ne pas avoir pu régler ça de mon vivant, mais parfois, le chemin le plus long est le seul moyen de rentrer à la maison. Ton grand-père, Floyd. PS J'ai mis ton nom sur ce coffre le jour où tu m'as aidé avec ce pneu et que tu n'as pas voulu d'argent pour ça. Tu avais 9 ans. Tu as dit, la famille est de la famille. Tu te souvenais de ce qui comptait. Tu l'as toujours fait. J'ai ouvert la deuxième enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était plus courte. Écrite la même semaine où il avait ouvert le coffre-fort en 1984. Desmond, je savais que tu trouverais ça quand le moment serait venu. C'est ça, la vérité. Elle attend patiemment son heure. À présent, tu as appris que la patience et la justice sont de vieilles amies. Elles prennent leur temps, mais elles arrivent toujours ensemble. Souviens-toi que tes enfants méritent de savoir que leur arrière-grand-père les aimait, même de l'au-delà, surtout de l'au-delà. Je suis allé directement chez Hutcherson Law dans la voiture personnelle de Madame Cromwell. Elle avait insisté pour me la prêter quand elle a vu que je prévoyais de marcher.
Le visage du vieil avocat est devenu complètement blanc quand je suis entré dans son bureau et que j'ai dit 5 mots, « Ouvrez le dossier de contingence Fletcher. » Dieu merci, murmura-t-il. Et pour la première fois en 15 ans, il me regarda dans les yeux. J'ai attendu que vous franchissiez cette porte chaque jour depuis les funérailles de votre grand-père. Il a récupéré une boîte en métal verrouillée de son coffre-fort de bureau, ses mains tremblant en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient 3 DVD, une pile de documents notariés et des dossiers médicaux montrant exactement quels médicaments grand-père prenait quand il était censé avoir signé le Nouveau Testament. « Pourquoi n'avez-vous rien dit à la lecture du testament ?» demandai-je, même si une partie de moi le savait déjà. Roderick a menacé de détruire mon cabinet si je révélais cela, admit Hutcherson. Il avait des relations, des clients puissants qui auraient pu me ruiner du jour au lendemain. Votre grand-père savait que cela arriverait. Il m'a dit de vous attendre, que vous trouveriez le coffre-fort quand vous seriez prêt à vous battre. Il a dit, la justice retardée n'est pas la justice ni et si elle protège les innocents en attendant. Nous avons regardé l'enregistrement ensemble. Il y avait grand-père, calé dans son lit d'hôpital, le regard clair malgré sa maladie, parlant directement à la caméra. Béatrice Yarrow, son infirmière de soins palliatifs, était assise à côté de lui tenant la main alors qu'il détaillait tout. Comment Roderick ne lui avait rendu visite que lorsqu'il avait besoin de signatures. Comment il avait attendu que la morphine soit à son apogée. Comment il avait guidé la main de grand-père quand il était trop faible pour tenir le stylo correctement. Mon vrai testament, a déclaré grand-père sur l'enregistrement, divise Fleet Forward à parts égales entre mes petits-enfants, avec Desmond comme directeur général. L'entreprise a été bâtie sur la confiance et devrait être dirigée par quelqu'un qui comprend que la confiance compte plus que les marges bénéficiaires. L'action Apple valait 12 millions de dollars après toutes les divisions et la croissance. Pas les 520 millions de dollars que Roderick avait obtenus pour l'entreprise, mais assez pour engager la meilleure équipe juridique de l'État. La médiation a eu lieu 6 semaines plus tard dans une salle de conférence surplombant la ville. Roderick est arrivé avec 4 avocats. J'en avais 2, plus l'enregistrement, plus le témoignage de Béatrice Yarrow par liaison vidéo depuis sa maison de retraite en Floride, où elle vivait à 91 ans avec une mémoire aussi vive qu'un scalpel chirurgical. Vous ne pouvez pas prouver que ce testament a été falsifié, a crié Roderick quand il a réalisé que nous ne bluffions pas, son masque de dirigeant calme se fissurant enfin complètement. Nous n'avons pas à prouver la falsification, a répondu calmement mon avocat principal. Nous devons juste prouver l'influence indue sur un homme mourant sous médicaments. L'enregistrement le fait magnifiquement. Où nous pouvons aller au procès et laisser un jury de travailleurs décider qui il croit. Le petit-fils qui travaillait dans des entrepôts ou le fils qui a gagné un demi-milliard de dollars sur la signature de son père mourant. Le règlement a été scellé. Mais je peux partager ceci, ma fille Aubrey a obtenu son diplôme sans dette et a lancé sa propre organisation à but non lucratif. 1, 2, 3, 4, 5 aidant d'autres étudiants universitaires de première génération. Elle se marie au printemps prochain et l'argent ne sera pas un problème. Ma sœur Nan est revenue d'Oregon, a ouvert le restaurant dont elle rêvait depuis l'école de cuisine et l'a appelé Floyd Estable. Chaque vendredi, elle sert des repas gratuits aux camionneurs, en l'honneur des personnes qui ont construit le rêve de grand-père. J'ai lancé Floyd's Promise Logistique avec 3 camions et 5 chauffeurs, tous d'anciens employés de Fleet Forward que Roderick avait licenciés. Nous sommes petits, mais nous grandissons de la bonne manière, de la manière dont grand-père l'aurait voulu. Chaque chauffeur bénéficie d'avantages sociaux, d'une participation aux bénéfices et de respect. Les noms de leurs enfants sont affichés sur le mur de mon bureau à côté de leurs photos, tout comme grand-père le faisait. L'oncle Roderick a toujours ses millions, vivant dans son manoir de Westchester. Mais le mois dernier, son fils Garrett m'a appelé à l'improviste. « Oncle Desmond, a-t-il dit, je sais que ce que mon père a fait est mal. Je veux apprendre le métier de la bonne manière, depuis la base, comme l'arrière-grand-père Floyd l'aurait voulu. Je l'ai engagé comme chauffeur. Il est en fait bon à ça. Il arrive tôt, traite les chauffeurs expérimentés avec respect. La semaine dernière, il a aidé à changer un pneu sur l'autoroute et n'a pas voulu de salaire supplémentaire pour ça. La famille est de la famille, a-t-il dit, et j'ai dû m'éloigner pour qu'il ne me voie pas pleurer. Madame Cromwell, la directrice de la banque qui a choisi la gentillesse plutôt que la politique. Je suis retourné la remercier comme il se doit. Il s'est avéré que son propre père avait été trompé par un partenaire commercial il y a des décennies, se retrouvant avec rien d'autre que des dettes et des regrets. Parfois, m'a-t-elle dit autour d'un café, nous avons la chance d'être la gentillesse dont nous avons eu besoin un jour. Elle avait raison.
Ces frais de 600 $ qu'elle a annulés n'ont pas seulement ouvert une boîte. Ils ont ouvert une porte à la justice qui attendait depuis 40 ans de s'ouvrir en grand. Je garde exactement 600 $ en espèces dans le coffre-fort de mon bureau maintenant. Pas pour la sécurité, mais comme un rappel que parfois les plus petits actes de miséricorde peuvent renverser des empires bâtis sur des mensonges. Et si quelqu'un vient un jour me demander de l'aide, ayant besoin de cette seule chance qui change tout, je serai prêt. Grand-père Floyd avait raison à propos de la patience et de la justice qui sont de vieilles amies. Elles ont pris leur temps avec Roderick, mais quand elles sont finalement arrivées, elles ont apporté toute la vérité avec elles. Et la vérité, il s'avère, vaut plus d'un demi-milliard de dollars. Elle vaut de pouvoir regarder sa fille dans les yeux et lui dire que l'intégrité n'est pas juste un mot dans une déclaration de mission. Elle vaut de dormir profondément en sachant que vous avez gagné ce que vous avez. Elle vaut tout. La devise de l'entreprise chez Floyd S. Promise Logistique, peinte directement sur nos camions, est simple, la famille est de la famille. Non pas parce que nous sommes tous liés par le sang, mais parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agissait vraiment dans l'héritage de grand-père. Traitez tout le monde comme s'il comptait, parce que c'est le cas. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour ce qui vous revenait de droit ou si vous avez vu la justice prendre son temps pour arriver, j'adorerais en entendre parler dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la vérité trouve toujours un chemin, même si cela prend 40 ans et un gentil directeur de banque pour la déverrouiller. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur les familles, la justice et les façons inattendues dont la vie équilibre ses comptes, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas, parfois le chemin le plus long est vraiment le seul chemin.